Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour les personnes qui apprennent le français. Ce sujet, c'est la fluidité. Beaucoup de personnes veulent parler français couramment, mais elles font souvent une erreur. Elles pensent que parler couramment signifie parler parfaitement. Elles pensent que parler couramment signifie ne jamais faire de fautes, parler sans accent, utiliser toujours les bons mots et avoir toujours les bonnes phrases. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça, la vraie fluidité. La vraie fluidité, c'est quelque chose de plus simple et en même temps de plus beau. Être fluide en français, ce n'est pas être parfait. C'est pouvoir parler avec confiance, c'est pouvoir s'exprimer clairement, même si on fait des erreurs. La fluidité, c'est quand on peut avoir une conversation dans la vie réelle. C'est quand on peut demander son chemin, commander au restaurant, raconter une petite histoire ou exprimer ses émotions. Même si vous faites quelques fautes, vous êtes fluide si la personne en face de vous vous comprend. Imaginez que vous êtes en France, dans une boulangerie. Vous dites « Bonjour, je veux croissant et café, s'il vous plaît ». Est-ce que cette phrase est parfaite? Peut-être pas. Est-ce que cette phrase est claire? Oui, absolument. Le boulanger vous comprend, il vous donne un croissant et un café, et la communication est réussie. Voilà, ça, c'est la fluidité. Il est aussi important de comprendre que la fluidité change selon le contexte. Vous pouvez être fluide pour voyager, pour parler avec des amis, ou pour travailler dans un bureau. Mais peut-être que vous n'êtes pas fluide pour parler de politique ou de philosophie, et ce n'est pas grave. Même les natifs ne sont pas fluides dans tous les domaines. Personne ne parle parfaitement dans toutes les situations. Je veux aussi vous dire quelque chose qui est très important. Vous avez le droit de faire des fautes. Oui, le droit de faire des fautes. Les fautes ne sont pas vos ennemis, elles font partie du processus. Elles montrent que vous osez parler, que vous osez essayer. Et c'est ça qui compte. Les francophones, en général, ne vont pas se moquer de vous. Au contraire, ils vont apprécier vos efforts. Ils vont être contents que vous essayiez de parler leur langue, même si ce n'est pas parfait. Alors rappelez-vous ceci, la fluidité, ce n'est pas la perfection. La fluidité, c'est la confiance, la clarté et le courage de parler. Si vous parlez, même avec des fautes, vous êtes déjà sur le chemin de la vraie maîtrise. L'objectif est le niveau B1. Le niveau B1 est un objectif clair et précis. Le niveau B1 est un niveau utile. Avec B1, on peut vraiment utiliser le français. Avec B1, on n'est plus un débutant. Avec B1, on est indépendant. On peut se débrouiller seul, sans aide, dans beaucoup de situations. C'est pour cela que B1 est un bon objectif. Mais qu'est-ce que cela veut dire, être au niveau B1? Être au niveau B1 veut dire que l'on peut parler de soi, que l'on peut parler de sa vie, que l'on peut parler de son travail ou de ses études. Être au niveau B1 veut dire que l'on peut expliquer des choses simples, mais utiles.
On peut dire ce que l'on aime, on peut dire ce que l'on n'aime pas, on peut raconter son week-end, on peut parler de ses projets. Le niveau B1 permet de communiquer. Avec B1, on peut aussi voyager sans trop de problèmes. On peut demander une chambre à l'hôtel, on peut commander dans un restaurant, on peut acheter un billet de train. On peut poser une question dans la rue et comprendre la réponse. Peut-être que l'on ne comprend pas chaque mot, mais on comprend l'essentiel. Comprendre l'essentiel, c'est assez pour avancer. C'est assez pour réussir la communication. Le niveau B1, c'est aussi le niveau de la vie quotidienne. On peut comprendre une conversation simple entre amis. On peut parler de ses goûts. On peut décrire un objet, une maison, une ville. On peut expliquer une habitude. Par exemple, au niveau B1, on peut dire « Chaque matin, je prends un café avant d'aller travailler ». C'est une phrase simple, mais c'est une phrase claire. Au niveau B1, on peut faire beaucoup de phrases comme celle-ci. Au niveau B1, les phrases ne sont pas longues. Les phrases sont courtes, simples, directes. Mais elles sont efficaces. Elles permettent d'échanger des informations, elles permettent de créer du contact, elles permettent d'avancer dans une conversation. Avec B1, on ne parle pas comme un professeur, mais on parle comme une personne qui veut communiquer. Et cela suffit. Il est important de comprendre que le niveau B1 n'est pas la perfection. Au niveau B1, on fait encore des fautes. On cherche encore des mots. On oublie parfois la bonne forme. Mais cela n'empêche pas la communication. La communication reste possible. Les fautes ne bloquent pas la conversation. L'autre personne comprend quand même. C'est ça qui est important. Atteindre le niveau B1, c'est possible en 90 jours si on travaille avec régularité. Ce n'est pas nécessaire d'étudier 10 heures par jour. Ce qui compte, c'est d'avoir un contact avec le français tous les jours. Lire un peu, écouter un peu, parler un peu. Même 15 minutes par jour peuvent aider. Le secret, ce n'est pas l'intensité, mais la constance. Petit à petit, chaque jour, on avance. Un autre point important est que le niveau B1 permet déjà de penser en français. Au début, on traduit beaucoup depuis sa langue maternelle. Mais quand on atteint B1, on peut commencer à penser directement en français pour des choses simples. On peut se dire « j'ai faim »,« je veux manger »,« je vais cuisiner ». Ces phrases simples dans la tête sont déjà du français. Plus on pratique, plus on pense directement en français. Le niveau B1 est aussi le niveau où l'on peut commencer à raconter des petites histoires. Pas des histoires complexes, mais des histoires simples. On peut dire « Hier je suis allé au marché. J'ai acheté des pommes. J'ai rencontré un ami. Nous avons parlé un peu. » C'est une petite histoire, mais elle montre que vous pouvez utiliser différents temps, que vous pouvez exprimer une action, un souvenir, une rencontre. C'est un grand pas. Avec B1, on peut aussi comprendre un film simple, une chanson simple, une petite vidéo.
Peut-être pas tous les mots, mais on comprend le sens. On peut aussi lire un texte court, un message, un article facile. On devine les mots que l'on ne connaît pas grâce au contexte. Le contexte est un grand ami au niveau B1. En résumé, l'objectif est clair, atteindre le niveau B1. Le niveau B1 est utile, pratique et motivant. C'est un niveau qui ouvre une porte. Avant B1, on apprend beaucoup, mais on ne peut pas utiliser la langue librement. Avec B1, on peut enfin utiliser le français dans la vraie vie. On peut communiquer, voyager, travailler un peu, créer des liens. B1 est un objectif réaliste, un objectif fort, un objectif possible en 90 jours avec du travail régulier. Il est très important de parler dès le jour 1. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut attendre. Elles disent « Je dois attendre d'avoir plus de vocabulaire ». Elles disent « Je dois attendre de connaître toutes les règles de grammaire ». Elles disent « Je dois attendre avant de parler ». Mais attendre, c'est une erreur. Si vous attendez, vous ne progressez pas. Si vous attendez, vous perdez du temps. Le secret, c'est de parler tout de suite, dès le premier jour. Pourquoi parler dès le jour 1 ? Parce que parler, c'est pratiquer. Quand vous parlez, vous utilisez les mots. Quand vous parlez, vous utilisez les phrases. Quand vous parlez, vous entraînez votre bouche, votre voix, vos oreilles. C'est comme un sport. On peut lire un livre sur la natation, mais si on ne va pas dans l'eau, on ne sait pas nager. Pour le français, c'est la même chose. Vous pouvez lire beaucoup de livres, vous pouvez apprendre beaucoup de mots, mais si vous ne parlez pas, vous ne saurez pas parler. Parler dès le jour 1, c'est possible même avec très peu de mots. Avec 5 mots, vous pouvez déjà parler. Par exemple, vous connaissez les mots « je »,« suis »,« content »,« aujourd'hui ». Vous pouvez dire « je suis content aujourd'hui ». C'est une phrase simple, mais c'est une phrase complète. Elle a un sujet, un verbe, un adjectif. Vous avez parlé français. Au début, les phrases sont petites. Ce n'est pas grave. Je suis fatigué. J'aime le café. Je travaille. Il pleut. Ce sont des phrases très simples, mais elles sont vraies, elles sont utiles, elles sont réelles. Plus vous faites de petites phrases, plus vous êtes à l'aise. Après, les phrases deviennent un peu plus longues. Mais tout commence avec les petites phrases. Une bonne idée pour parler dès le jour 1 n'est de parler avec soi-même. Vous n'avez pas besoin d'une autre personne. Vous pouvez parler seul. Vous pouvez décrire ce que vous voyez. Voilà une table. Voilà une chaise. Voilà un ordinateur. Vous pouvez décrire ce que vous faites. Je bois de l'eau. Je lis un livre. J'écris un message. Vous pouvez aussi dire vos pensées simples. Je suis fatigué. J'ai faim. J'ai froid. Ce sont des phrases très utiles parce qu'elles viennent de votre vie. Parler avec soi-même aide beaucoup,
mais parler avec une autre personne aide encore plus. Dès le jour 1, vous pouvez trouver un ami, un camarade, un partenaire de langue. Vous pouvez échanger quelques phrases simples. Même si vous ne parlez que 5 minutes, c'est déjà beaucoup. 5 minutes de vrai français, chaque jour, c'est énorme. Petit à petit, vous gagnez en confiance. Vous voyez que c'est possible. Vous voyez que vous pouvez communiquer. Parler dès le jour 1, c'est aussi une façon de changer son état d'esprit. Beaucoup de personnes pensent « je dois d'abord étudier, et après je parlerai ». Mais si vous inversez la logique, vous allez plus vite. Si vous dites « je parle, et en parlant j'apprends », alors vous allez progresser beaucoup plus rapidement. La pratique réelle est la meilleure des écoles. Un autre avantage de parler dès le jour 1, c'est la mémoire. Quand vous parlez, vous utilisez les mots. Et quand vous utilisez les mots, vous les retenez. Lire un mot ne suffit pas. Écrire un mot ne suffit pas. Pour bien retenir un mot, il faut le dire, il faut l'utiliser dans une phrase. Parler, c'est donc aussi mémoriser. Au début, vous n'avez pas beaucoup de vocabulaire. Mais ce n'est pas un problème. Avec 10 verbes et 20 noms, vous pouvez déjà créer beaucoup de phrases. Par exemple, avec le verbe avoir, vous pouvez dire « j'ai une maison »,« j'ai une voiture »,« j'ai un chien »,« j'ai un problème ». Avec le verbe être, vous pouvez dire « je suis fatigué »,« je suis heureux »,« je suis professeur »,« je suis étudiant ». Vous voyez, avec très peu de mots, vous pouvez déjà parler beaucoup. En conclusion, parler dès le jour 1 est une règle d'or. C'est un principe simple mais puissant. Plus tôt vous parlez, plus vite vous apprenez. Les petites phrases deviennent grandes phrases. Les fautes deviennent apprentissage. Les mots deviennent souvenirs. Parler dès le jour 1, c'est le chemin direct vers la fluidité. La pratique est plus importante que la théorie. Beaucoup de personnes oublient cela. Elles passent trop de temps avec la théorie et pas assez de temps avec la pratique. Elles lisent beaucoup de livres, elles regardent beaucoup de cours, elles apprennent beaucoup de règles. Mais quand elles doivent parler, elles bloquent. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas assez pratiqué. La théorie, c'est utile. La théorie donne des outils. Les règles de grammaire sont des outils. Les listes de vocabulaire sont des outils. Les livres sont des outils. Mais les outils seuls ne servent à rien. Imaginez, vous avez un marteau et des clous. Vous avez tout ce qu'il faut pour construire une maison. Mais si vous ne travaillez pas avec vos mains, la maison ne sera jamais construite. Le marteau et les clous restent sur la table. Pour avoir une maison, il faut utiliser les outils. C'est la même chose avec le français. Une autre image, la natation. Vous pouvez lire 10 livres sur la natation. Vous pouvez apprendre les noms des mouvements.
Vous pouvez connaître la théorie de la respiration, des bras, des jambes. Mais si vous ne mettez jamais vos pieds dans l'eau, vous ne saurez jamais nager. Pour nager, il faut entrer dans l'eau. Pour parler français, il faut entrer dans la pratique. Lire sur le français, ce n'est pas suffisant. Il faut pratiquer le français. La pratique, c'est l'action. La pratique, c'est faire des phrases. La pratique, c'est utiliser les mots. La pratique, c'est parler, écrire, écouter, répéter. Chaque jour, un petit peu. Même 5 minutes par jour, c'est déjà très bien. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité de théorie. Ce qui compte, c'est la régularité de la pratique. Alors, comment pratiquer chaque jour? Il y a beaucoup de façons simples et efficaces. La première façon, c'est de se parler à soi-même. Vous pouvez décrire ce que vous voyez. Vous pouvez dire ce que vous faites. Vous pouvez exprimer vos émotions. Je bois un café. Je suis fatigué. Le soleil brille. Ce sont des phrases simples, mais elles sont vraies. Vous parlez, vous pratiquez, vous apprenez. Une deuxième façon, c'est d'écrire un petit journal. Chaque jour, vous pouvez écrire 2 ou 3 phrases. Pas besoin d'écrire un livre. Juste 2 ou 3 phrases simples. Par exemple, aujourd'hui je suis allé au travail. J'ai mangé du poulet. J'ai regardé un film. C'est court, mais c'est puissant. Parce que chaque phrase est une pratique réelle. Une troisième façon, c'est de faire des dictées. Vous écoutez une phrase en français, puis vous l'écrivez. Cela vous aide à écouter mieux. Cela vous aide à écrire mieux. Cela vous aide à voir la grammaire en action. La dictée est un exercice très simple mais très utile. Une quatrième façon, c'est de participer à des clubs de conversation. Dans un club de conversation, vous parlez avec d'autres apprenants. Vous échangez, vous discutez. Même si vous ne parlez pas parfaitement, vous pratiquez. Et la pratique avec d'autres personnes est très motivante. Vous voyez que vous pouvez comprendre. Vous voyez que vous pouvez répondre. Vous voyez que vous pouvez communiquer. Une cinquième façon, c'est de répéter des phrases de films ou de séries. Vous entendez une phrase, vous la répétez. Vous copiez la prononciation, vous copiez l'intonation. C'est comme chanter une chanson. C'est amusant, mais c'est aussi très efficace. Parce que vous prenez des phrases réelles, des phrases vivantes, des phrases naturelles. Ensuite, ces phrases restent dans votre mémoire. Vous pouvez les réutiliser dans une vraie conversation. Dans toutes ces pratiques, il y a une règle importante, ne pas avoir peur des erreurs. Les erreurs ne sont pas des ennemis. Les erreurs sont des professeurs. Chaque fois que vous faites une erreur, vous apprenez quelque chose. Chaque erreur est une opportunité d'apprentissage.
Si vous faites une faute et qu'on vous corrige, vous vous souvenez mieux. Vous ne refaites pas la même faute la fois suivante. Les erreurs sont donc utiles. Les erreurs sont nécessaires. Sans erreur, pas d'apprentissage. C'est pour cela que la pratique est plus importante que la théorie. La théorie vous donne des règles. Mais la pratique vous donne la vraie compétence. La théorie reste dans le livre. La pratique reste dans votre tête, dans votre bouche, dans votre cœur. La pratique vous donne la confiance. La pratique vous donne la fluidité. Alors, souvenez-vous, la pratique avant la théorie. La théorie est un outil. La pratique est le chemin. La théorie prépare. La pratique construit. La théorie explique. La pratique transforme. Si vous voulez progresser, pratiquez chaque jour. Même un peu. Même 5 minutes. Mais pratiquez. Parce que seul celui qui pratique avance vraiment. Penser en français est une étape très importante pour devenir fluide. Beaucoup de personnes font une erreur au début. Elles traduisent toujours dans leur tête. Elles pensent d'abord dans leur langue, puis elles traduisent en français. Mais ce processus est lent. Ce processus est difficile. Et ce processus crée beaucoup d'erreurs. Quand vous traduisez mentalement, votre cerveau travaille 2 fois. D'abord, il fait une phrase dans votre langue. Ensuite, il cherche les mots français. Ensuite, il met la grammaire. Cela prend du temps. Parfois la phrase n'existe pas en français de la même manière. Résultat, la phrase est fausse ou bizarre. Voilà pourquoi traduire mentalement n'est pas une bonne habitude. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est de penser directement en français. Oui, directement. Sans passer par votre langue. Quand vous pensez en français, vous parlez plus vite. Vous parlez plus naturellement. Vous faites moins d'erreurs. Parce que vos phrases viennent du français et pas d'une traduction. Mais penser en français, ce n'est pas automatique au début. C'est un entraînement. C'est comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il devient fort. Plus vous pratiquez, plus cela devient naturel. Alors comment entraîner ce muscle? Il y a plusieurs méthodes simples et efficaces. La première méthode, c'est de nommer les objets du quotidien. Autour de vous, il y a toujours des choses. Une table, une chaise, une porte, un stylo, un téléphone. Quand vous voyez un objet, dites son nom en français. Chaise, stylo, ordinateur. C'est très simple, mais très puissant. Parce que vous associez l'objet directement au mot français. Vous ne passez plus par votre langue. Vous voyez une chaise et vous pensez chaise.
Vous créez une connexion directe entre l'objet et le français. La deuxième méthode, c'est de décrire vos actions à voix haute. Quand vous faites quelque chose, dites-le en français. Par exemple, vous préparez un café. Vous dites « Je prends une tasse. Je mets du sucre. Je verse le café. » Si vous vous habillez, vous pouvez dire « Je mets un pantalon. Je mets une chemise. Je ferme la porte. » C'est un exercice très pratique. Parce que vous utilisez le français pour parler de votre vie réelle. Et plus vous le faites, plus vos phrases deviennent automatiques. La troisième méthode, c'est d'utiliser des post-it dans votre environnement. Prenez des petits papiers. Écrivez dessus le nom français des objets. Collez les post-it sur les objets. Sur la porte, écrivez « porte ». Sur le miroir, écrivez « miroir ». Sur le frigo, écrivez « frigo ». Chaque fois que vous voyez l'objet, vous voyez le mot français. C'est un rappel constant. C'est une immersion à la maison. Et après quelques semaines, votre cerveau associe l'objet au mot français sans effort. La quatrième méthode, c'est de s'exposer à du contenu français. Il faut écouter et lire beaucoup de français. Pas seulement étudier, mais vivre le français. Regardez des séries en français. Écoutez des podcasts en français. Lisez des articles en français. Même si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave. Vous comprenez une partie. Vous entendez les phrases. Votre cerveau s'habitue. Et petit à petit, il commence à penser en français. Parce que vos oreilles et vos yeux donnent toujours du français à votre cerveau. Il y a une règle importante avec cette méthode. Il faut choisir du contenu compréhensible. Si le contenu est trop difficile, vous allez vous décourager. Si le contenu est trop facile, vous n'apprenez rien de nouveau. Il faut un équilibre. Le contenu doit être un peu au-dessus de votre niveau, mais pas trop. De cette façon, vous comprenez l'essentiel et vous apprenez en même temps. Toutes ces méthodes ont un seul objectif, automatiser le français. Automatiser veut dire rendre naturel. Automatiser veut dire ne plus réfléchir trop. Automatiser veut dire que le français sort de votre bouche comme votre langue maternelle. Quand vous voyez une tasse, vous ne réfléchissez pas. Vous dites « tasse ». Quand vous voulez dire « je bois de l'eau », vous ne traduisez pas. Vous le dites directement. C'est ça, automatiser le français. Ce processus demande du temps, mais il marche toujours. Si vous nommez les objets, si vous décrivez vos actions, si vous utilisez des post-it, si vous regardez et écoutez du contenu français chaque jour, votre cerveau va changer. Au début, c'est difficile. Vous devez vous forcer. Mais après, ça devient automatique. Mais après, ça devient automatique. Au début, vous tombez. Après, vous roulez sans réfléchir.
Penser en français, c'est la même chose. Il faut aussi accepter que parfois vous ne trouvez pas le mot. Ce n'est pas grave. Cherchez un mot plus simple. Faites une phrase différente. L'important, c'est de rester en français. Ne retournez pas à votre langue. Si vous bloquez, cherchez une autre solution en français. Par exemple, vous ne savez pas dire « bouteille ». Alors vous dites « un récipient pour l'eau ». Ce n'est pas parfait, mais vous restez en français. Et c'est exactement ça l'entraînement. Petit à petit, vos pensées deviennent françaises. Petit à petit, votre cerveau crée des réflexes. Petit à petit, vous traduisez de moins en moins. Un jour, vous allez vous réveiller et vous allez penser « Ah, j'ai faim. Je veux un café. » Et ce sera en français, naturellement. C'est à ce moment-là que vous saurez « Oui, j'ai commencé à penser en français. » Rappelez-vous donc cette règle. Traduire mentalement est lent et dangereux. Penser directement en français est rapide et efficace. Vous pouvez entraîner ce réflexe avec de petites actions simples. Nommer les objets, décrire vos actions, utiliser des post-it, consommer du contenu français. Faites cela tous les jours, même quelques minutes. Et peu à peu, le français deviendra une langue vivante dans votre tête. Et quand le français vit dans votre tête, il sort de votre bouche naturellement. Vous ne cherchez plus les mots, vous ne traduisez plus, vous parlez. Et parler, c'est le but de l'apprentissage. Quand on apprend une langue, il y a souvent une grande différence entre le français des manuels et le français réel. Le français des manuels est utile. Il donne des bases. Il donne des règles. Il explique la grammaire. Mais il est souvent très formel. Il est parfois artificiel. Il ne ressemble pas toujours au français que parlent les natifs dans la rue, dans un café ou sur les réseaux sociaux. Un manuel peut dire « Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis ravi de vous rencontrer. » C'est une phrase correcte. C'est une phrase polie. Mais dans la vie réelle, un ami va dire simplement « Salut, ça va ?» ou même « Ça roule ». Voilà la différence. Si vous apprenez seulement le français des manuels, vous risquez de parler de façon trop rigide. Vous risquez de ne pas comprendre les conversations naturelles. C'est pour ça qu'il faut absolument utiliser le français réel. Le français réel, c'est le français que les gens parlent tous les jours. C'est le français des cafés, des familles, des collègues, des amis. C'est un français vivant, dynamique, naturel. Et pour devenir fluide, il faut apprendre ce français. Parce que votre objectif, ce n'est pas seulement de réussir un examen. Votre objectif, c'est de communiquer avec des personnes réelles. Alors, comment apprendre le français réel? La première méthode, c'est de regarder des films et des séries en français. Les films et les séries montrent comment les gens parlent dans différentes situations. Vous entendez les dialogues de la vie quotidienne.
Vous découvrez des expressions, des façons de poser des questions, des manières de répondre. Par exemple, dans une série, vous pouvez entendre « T'inquiète pas ». Ce n'est pas dans tous les manuels. Mais dans la vie réelle, tout le monde dit « t'inquiète » pour dire « ne t'inquiète pas ». Voilà une expression naturelle. Quand vous regardez un film ou une série, ne cherchez pas à comprendre chaque mot. Écoutez le ton. Écoutez le rythme. Essayez de repérer des phrases qui reviennent souvent. Ces phrases sont utiles. Ce sont des phrases que vous pouvez réutiliser dans vos propres conversations. Et chaque fois que vous entendez une expression nouvelle, notez-la. La deuxième méthode, c'est d'utiliser les réseaux sociaux francophones. Aujourd'hui, il y a des millions de vidéos, de posts, de commentaires en français. Sur YouTube, TikTok, Instagram, vous trouvez des créateurs qui parlent comme dans la vie réelle. Pas comme dans un manuel. Ils parlent vite, ils utilisent de l'argot, ils utilisent des expressions courantes. C'est exactement ce dont vous avez besoin. Parce que si vous voulez comprendre des natifs, il faut être exposé à leur langue authentique. Par exemple, sur TikTok, un créateur peut dire « J'ai trop la flemme de sortir ». Dans un manuel, on n'explique pas cette phrase. Mais dans la vie réelle, tout le monde comprend. Avoir la flemme veut dire ne pas avoir envie, être trop paresseux pour faire quelque chose. C'est une expression très utilisée. Et quand vous la connaissez, vous comprenez beaucoup mieux les conversations informelles. La troisième méthode, c'est de créer un carnet d'expressions réelles. Prenez un petit cahier ou utilisez une application dans votre téléphone. Chaque fois que vous entendez une expression naturelle, écrivez-la. Pas seulement le mot, mais la phrase entière. Par exemple, écrivez « ça me saoule ». Écrivez aussi une traduction simple « ça m'énerve ». Puis écrivez une situation « quand je dois attendre longtemps, je dis « ça me saoule ». Ce carnet devient votre trésor. C'est votre collection personnelle de français vivant. Pourquoi écrire des phrases entières? Parce que le français ne vit pas seulement dans les mots, il vit dans les expressions complètes. Si vous apprenez seulement des mots, vous devez toujours réfléchir pour construire une phrase. Mais si vous apprenez une phrase toute faite, vous pouvez la sortir directement, sans réfléchir. C'est comme un bloc automatique. Par exemple, au lieu d'apprendre seulement le mot « fatigué », apprenez la phrase « je suis crevé ». C'est plus naturel et vous pouvez l'utiliser immédiatement. La quatrième méthode, c'est d'observer et d'imiter les natifs. Quand vous parlez avec des francophones, écoutez bien. Observez leurs expressions. Regardez comment ils saluent, comment ils posent une question, comment ils réagissent. Peut-être qu'un ami dit souvent « grave » pour dire « oui, c'est vrai ». Notez-le. Répétez-le. Utilisez-le. C'est exactement comme un acteur qui imite une autre personne. Vous imitez pour apprendre.
Et plus vous imitez, plus vous parlez naturellement. Il est aussi très utile de répéter à voix haute. Quand vous entendez une phrase intéressante, arrêtez la vidéo et répétez. Par exemple, un personnage dans une série dit « Tu rigoles, j'espère ». Arrêtez et dites la même phrase, avec le même ton, avec la même émotion. C'est un excellent entraînement. Vous ne répétez pas seulement les mots, mais aussi la musique de la langue. Et cette musique, c'est ce qui fait la différence entre un français scolaire et un français naturel. Mais il faut aussi faire attention. Le français réel est parfois familier. Certaines expressions sont très informelles. Parfois, ce n'est pas adapté au travail ou à une situation officielle. Par exemple, entre amis, vous pouvez dire « c'est nul ». Mais à votre patron, vous ne dites pas ça. Alors, soyez attentifs au contexte. Observez quand et comment les natifs utilisent ces expressions. Et apprenez à choisir selon la situation. Apprendre le français réel, ce n'est pas seulement apprendre de nouvelles phrases. C'est aussi changer votre façon d'écouter. Quand vous écoutez, ne cherchez pas seulement les mots que vous connaissez. Cherchez les expressions complètes. Parfois, vous comprenez le sens sans comprendre chaque mot. Par exemple, si quelqu'un dit « T'inquiète, je gère ». Même si vous ne connaissez pas « je gère », vous comprenez que la personne veut dire « Ne t'inquiète pas, je m'occupe de ça ». Voilà le secret, comprendre globalement, observer les situations et imiter. Petit à petit, avec cette méthode, votre français devient plus naturel. Vous n'êtes plus un élève qui récite un manuel. Vous êtes une personne qui vit en français. Vous utilisez les mots que les natifs utilisent. Vous comprenez leurs blagues, leurs réactions, leurs émotions. Et ça change tout. Parce que parler une langue, ce n'est pas seulement connaître la grammaire, c'est aussi partager une culture. Et le français réel est la porte vers cette culture. Alors, souvenez-vous, le français des manuels est une base, mais il n'est pas suffisant. Si vous voulez parler comme les francophones, vous devez écouter, lire et répéter le français réel. Vous devez remplir votre carnet d'expressions. Vous devez observer et imiter. Vous devez vous exposer à des films, des séries, des réseaux sociaux. Plus vous entrez dans ce français vivant, plus vous devenez fluide. Un jour, vous allez parler avec un natif et il va vous dire « Tu parles comme nous ». Ce jour-là, vous saurez que vous avez atteint un vrai niveau naturel. Et ça, c'est la récompense de votre travail. L'écoute est un pilier de l'apprentissage d'une langue. On peut dire que l'écoute est la base, le fondement. Avant de parler, il faut écouter. C'est comme un enfant. Quand un bébé apprend sa langue, il ne commence pas à parler immédiatement. Pendant des mois, il écoute. Il écoute la voix de sa mère, il écoute son père, il écoute les bruits de la maison. Il ne comprend pas tout, mais il écoute. Et petit à petit, son cerveau s'habitue au son.
Un jour, il commence à répéter. Puis il commence à parler. Pour un adulte qui apprend le français, c'est la même chose. Avant de parler couramment, il faut écouter beaucoup. L'écoute est une habitude. L'écoute est un entraînement. Et la bonne nouvelle, c'est que 10 à 20 minutes par jour suffisent au début. Pas besoin d'écouter 3 heures. Pas besoin de comprendre chaque mot. Ce qui compte, c'est la régularité. Si vous écoutez chaque jour, même un peu, votre oreille devient plus forte. Pourquoi est-ce si important? Parce que le français parlé est différent du français écrit. Quand on lit un manuel, on voit des phrases séparées, claires, bien structurées. Mais quand les gens parlent, ils vont plus vite. Ils lisent les mots. Ils mangent des sons. Par exemple, au lieu de dire « je ne sais pas », beaucoup de gens disent « je sais pas ». Si vous n'avez pas l'habitude d'écouter, vous ne comprenez pas. Mais si vous avez écouté souvent, vous reconnaissez le rythme, vous reconnaissez le son, et vous comprenez. Donc l'objectif de l'écoute quotidienne, ce n'est pas de tout comprendre. L'objectif, c'est de familiariser son oreille astérisque. C'est de reconnaître les sons. C'est de sentir le rythme. C'est de reconnaître les intonations. Petit à petit, votre cerveau s'habitue. Et un jour, vous êtes surpris, vous comprenez une phrase entière sans effort. C'est comme de la magie, mais en réalité, c'est le résultat de l'écoute régulière. Il existe 2 façons principales d'écouter, l'écoute passive et l'écoute active. L'écoute passive, c'est quand vous écoutez sans faire beaucoup d'efforts. Par exemple, vous mettez un podcast en français pendant que vous cuisinez. Vous regardez une série en français pendant que vous êtes assis sur le canapé. Peut-être que vous ne comprenez pas beaucoup, mais ce n'est pas grave. Votre cerveau enregistre les sons. Votre oreille s'habitue. L'écoute active, c'est différent. L'écoute active demande de l'attention. Quand vous écoutez activement, vous essayez de deviner. Vous essayez de reconnaître des mots. Vous ne cherchez pas à comprendre chaque détail, mais vous êtes concentré. Par exemple, vous écoutez un podcast de 5 minutes. Vous essayez d'identifier les mots-clés. Vous entendez « aujourd'hui »,« travail »,« fatigué ». Même si vous ne comprenez pas tout, vous comprenez que la personne parle de sa journée de travail. Voilà l'écoute active. Un bon exercice d'écoute active, c'est de répéter. Vous écoutez une phrase, puis vous mettez pause, et vous répétez. Vous essayez d'imiter la prononciation et l'intonation. Par exemple, dans une vidéo, quelqu'un dit « c'est pas possible ». Vous arrêtez et vous répétez avec la même énergie « c'est pas possible ». Cet exercice entraîne votre oreille et votre bouche en même temps. Vous ne comprenez pas seulement avec vos yeux ou vos livres, vous comprenez avec vos oreilles et votre voix. Un autre exercice simple, écoutez et notez les mots que vous reconnaissez.
Pas besoin d'écrire toute la phrase. Juste un mot, 2 mots, 3 mots. Par exemple, vous écoutez une chanson en français. Vous entendez amour, toujours, cœur. Vous notez ces mots. C'est déjà une victoire. Parce qu'au début, votre objectif n'est pas de tout traduire. Votre objectif est de reconnaître. Et chaque mot reconnu est une petite victoire. Maintenant, parlons du matériel. Quoi écouter? Il y a beaucoup de choix. Vous pouvez écouter des podcasts pour apprenants. Ces podcasts sont plus lents, plus clairs, et souvent expliquent du vocabulaire. Ils sont parfaits pour commencer. Mais vous pouvez aussi écouter des podcasts pour natifs, même si c'est difficile. Parce que l'important, c'est l'exposition. Vous pouvez écouter la radio en français. Par exemple, écoutez une station de musique française. Même si vous ne comprenez pas les animateurs, vous entendez le rythme, vous entendez des petites phrases. Vous pouvez aussi écouter des séries ou des films. Peut-être que vous avez déjà vu un film dans votre langue. Regardez-le encore une fois en français. Comme ça, vous connaissez l'histoire et vous pouvez vous concentrer sur les sons. Vous pouvez aussi écouter de petites vidéos sur YouTube ou TikTok. C'est parfait, parce que ces vidéos sont courtes. Même si vous ne comprenez pas, vous pouvez écouter plusieurs fois. Répéter est très utile. Si vous écoutez une phrase 5 fois, 10 fois, votre oreille commence à reconnaître les sons. Un bon conseil, commencez avec du contenu qui vous intéresse. Si vous aimez la cuisine, écoutez des recettes en français. Si vous aimez le sport, écoutez des interviews de sportifs français. Si vous aimez la mode, écoutez des vidéos de mode en français. Quand vous aimez le sujet, c'est plus facile de rester concentré. Beaucoup d'apprenants ont peur de ne pas comprendre. Ils disent « je n'écoute pas parce que je ne comprends rien ». Mais c'est une erreur. Personne ne comprend tout au début. Même un enfant n'a pas compris tout de suite. Comprendre vient après. Écouter, c'est la première étape. Et plus vous écoutez, plus vous comprenez. Alors, faites un petit engagement, 10 minutes par jour. Pas besoin de plus. Vous pouvez écouter en marchant. Vous pouvez écouter dans le bus. Vous pouvez écouter avant de dormir. C'est simple, mais très puissant. Parce que chaque jour, vous ajoutez une petite brique. Et après quelques mois, vous avez construit une maison solide. Souvenez-vous, l'important, ce n'est pas la quantité, c'est la régularité. Un peu chaque jour vaut mieux que 3 heures une fois par mois. Votre oreille a besoin de contact quotidien avec le français. Même si vous n'avez que 5 minutes, écoutez. C'est toujours mieux que rien. Petit à petit, l'écoute change votre cerveau. Vous commencez à reconnaître des mots sans réfléchir.
Vous commencez à anticiper. Vous entendez une question et vous savez déjà la réponse. Parce que votre oreille s'est entraînée. L'écoute est comme un sport. Plus vous pratiquez, plus vous devenez fort. Un jour, vous allez écouter une conversation entre deux natifs et vous allez comprendre beaucoup plus que vous ne pensiez. Vous allez sourire, parce que vous saurez que votre oreille s'est habituée. Vous allez réaliser que l'écoute quotidienne vous a transformé. Apprendre le français en 90 jours est possible si on suit un plan clair. Pour progresser, il faut avancer par étapes. On ne peut pas tout faire en même temps. C'est comme construire une maison. On commence par les fondations, puis on construit les murs, et enfin on ajoute le toit. Pour le français, c'est pareil. Nous allons suivre 3 phases. La première phase pour construire les bases, la deuxième phase pour pratiquer activement, et la troisième phase pour vivre en français. Chaque phase dure 30 jours. 3 phases de 30 jours égale 90 jours. La première phase, ce sont les jours 1 à 30. Ici, l'objectif est simple, construire les bases. Les bases, ce sont comme les fondations d'une maison. Sans base solide, la maison tombe. Donc, pendant cette première phase, il ne faut pas chercher à parler beaucoup. Il faut d'abord écouter, lire et apprendre du vocabulaire. Concrètement, cela veut dire écouter entre 15 et 30 minutes chaque jour. L'écoute est la clé. Au début, vous n'allez pas comprendre tout. Peut-être seulement quelques mots. Mais ce n'est pas grave. Votre oreille s'habitue. Comme nous avons déjà dit, un enfant écoute avant de parler. Vous devez faire pareil. En plus de l'écoute, il faut apprendre du vocabulaire utile. Pas 100 mots par jour, ce serait impossible. Pas 50 non plus. Mais 10 mots par jour, c'est réaliste. En 30 jours, ça fait 300 mots. Avec 300 mots utiles, vous pouvez déjà comprendre et dire beaucoup de choses simples. Mais attention, choisissez des mots utiles. Par exemple, manger, boire, marcher, maison, travail, famille. Ce sont des mots que vous utilisez dans la vie quotidienne. Pas des mots trop rares ou trop techniques. Enfin, dans cette première phase, il faut lire. Mais pas des romans compliqués. Pas Victor Hugo, pas la littérature. Lisez des textes courts. Lisez des dialogues simples. Par exemple, un dialogue au restaurant, un dialogue à la gare, un petit article pour débutants. Ces lectures sont comme des mini-entraînements. Elles sont faciles, rapides et elles renforcent votre vocabulaire. Voilà la première phase. Écouter chaque jour, apprendre 10 mots chaque jour, lire de petits textes. Si vous faites cela pendant 30 jours, vous construisez des bases solides. Ensuite, la deuxième phase, ce sont les jours 31 à 60. Ici, on change un peu. Vous avez déjà des bases. Vous avez du vocabulaire.
Vous avez écouté beaucoup. Maintenant, il est temps de pratiquer activement. C'est-à-dire parler. À partir du jour 31, il faut parler tous les jours. Pas 2 heures, pas 1 heure, mais au moins 5 minutes. 5 minutes, c'est possible. Vous pouvez parler seul ou avec quelqu'un. Vous pouvez vous enregistrer. Vous pouvez vous parler devant un miroir. Vous pouvez répéter des phrases. Mais l'important, c'est que chaque jour, votre bouche s'habitue à parler français. Pendant cette phase, vous pouvez aussi utiliser des applications pour parler avec des natifs. Il existe beaucoup d'applications où vous pouvez échanger. Par exemple, un natif vous aide en français et vous l'aidez dans votre langue. C'est très motivant. Vous pouvez aussi écrire un petit journal chaque jour. Pas un grand texte, juste 3 phrases. Aujourd'hui, je suis allé au travail. J'ai mangé du riz. Je suis fatigué. Voilà, c'est simple, mais c'est de la pratique. Vous pouvez aussi commencer à participer à des petites discussions. Par exemple, écrire un commentaire en français sur une vidéo YouTube. Ou poser une question en français dans un forum. Même une phrase, c'est déjà de la pratique. Dans cette phase, l'objectif est clair. Chaque jour, utilisez le français activement. Parce que pour progresser, il faut pratiquer, pas seulement apprendre la théorie. Enfin, la 3e phase, ce sont les jours 61 à 90. Ici, vous entrez dans une nouvelle étape. L'objectif est de astérisque vivre en français astérisque. Vous avez construit des bases, vous avez commencé à parler. Maintenant, il faut aller plus loin. Dans cette phase, vous devez commencer à penser en français. Ne traduisez plus depuis votre langue. Essayez de nommer les choses directement en français. Par exemple, vous voyez une chaise. Dites dans votre tête chaise. Vous vous levez le matin, dites je me lève. Vous préparez le café, dites je fais du café. C'est un petit exercice, mais il change tout. Dans cette phase, vous devez aussi regarder des films ou des séries sans sous-titres. Oui, au début c'est difficile. Mais c'est un excellent entraînement. Quand il n'y a pas de sous-titres, vous êtes obligé d'écouter vraiment. Vous n'êtes pas distrait par la lecture. Peut-être que vous ne comprenez que 30%. Mais c'est suffisant. Petit à petit, ce 30% devient 40%, puis 50%, puis 70%. Et enfin, dans cette phase, vous devez avoir de longues conversations. Pas seulement 5 minutes, mais 15 minutes ou plus. Au début, c'est un défi. Vous allez chercher vos mots. Vous allez faire des erreurs. Mais ce n'est pas grave. Chaque conversation est une victoire. Chaque conversation vous rend plus fort. Si vous pouvez parler 15 minutes en français, vous avez vraiment fait un grand pas. Donc voilà le plan en 3 phases. Phase 1,
Jour 1 à 30. Écouter, apprendre du vocabulaire, lire des petits textes. Phase 2, jour 31 à 60. Pratiquer activement, parler chaque jour, écrire, échanger. Phase 3, jour 61 à 90. Vivre en français, penser en français, regarder des films sans sous-titres, avoir de longues conversations. Ce plan est simple. Ce plan est clair. Et si vous le suivez avec régularité, vous pouvez progresser rapidement. 3 mois, 90 jours, ce n'est pas long. Mais avec discipline et motivation, vous pouvez transformer votre français. Et voilà, nous arrivons à la fin. C'est la conclusion. Dans cette série, nous avons vu ensemble comment devenir plus fluide en français en 90 jours. Nous avons commencé par définir l'objectif clair, atteindre le niveau B1. Ensuite, nous avons parlé de la motivation, du temps et de la régularité. Nous avons expliqué que la pratique est plus importante que la théorie et que chaque erreur est une occasion d'apprendre et de progresser. Nous avons aussi parlé de penser directement en français, sans passer par la traduction. Nous avons vu l'importance d'utiliser le français réel, celui des natifs, et non seulement le français des manuels. Nous avons appris pourquoi l'écoute quotidienne est essentielle, même seulement 10 ou 20 minutes par jour, pour habituer son oreille au son et au rythme. Enfin, nous avons présenté un plan en 3 phases, sur 90 jours. La première phase est pour construire les bases avec l'écoute, le vocabulaire utile et la lecture simple. La deuxième phase est pour pratiquer activement en parlant et en écrivant chaque jour. La troisième phase est pour vivre en français, penser en français, regarder des films sans sous-titres et avoir de vraies conversations longues. Voilà le chemin complet. Avec discipline, régularité et motivation, vous pouvez transformer votre français. 3 mois, 90 jours, ce n'est pas beaucoup. Mais si vous appliquez ce plan, vous pouvez progresser vite et parler français avec confiance.